C'est sérieux, Laurent. J'ai oublié mes jambes au café. Si tu les as oubliés, t'inquiète pas. On les retrouvera. Laisse-toi glisser. Je te rattrape. Je peux pas, Laurent. Oh, ma tête. T'as perdu ta tête aussi. C'est pas ça, mais elle tourne. Elle tourne. Eh bien, il est dans un bel état, le contrôleur. Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak Cinéma. Alors aujourd'hui, nous continuons notre cycle dédié au cinéma classique français et je vous emmène en 1953 dans les ruelles sombres de Lyon pour parler d'un film noir français qu'on ne cite pas assez souvent quand on évoque les grands classiques du genre. Il s'agit de Thérèse Raquin de Marcel Carné. C'est l'adaptation du célèbre roman d'Émile Zola et ce film prouve que le cinéma français n'a absolument rien à envier au film noir américain de l'époque. Avec une Simone Signoret au sommet de son art, une photographie sublime en noir et blanc, signée Roger Hubert, et une mise en scène oppressante à souhait, Marcel Carné nous livre ici un mélodrame criminel d'une noirceur absolue. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce chef-d'œuvre méconnu. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Le film nous introduit dans le quotidien étouffant d'une draperie lyonnaise et Thérèse Villa, coincée entre un mari maladif qu'elle n'a jamais aimé et une belle-mère tyrannique qui règne sur la maisonnée. Orpheline, élevée par cette famille, elle n'a eu d'autre choix que d'épouser son cousin Camille, un homme faible et plaintif, et leur existence est morne, répétitive, sans la moindre échappatoire. Tout change avec l'arrivée de Laurent, un chauffeur routier italien au tempérament passionné, et entre lui et Thérèse, c'est le coup de foudre immédiat. Ils deviennent amants et rêvent d'une vie ensemble. Mais face à l'impossibilité de divorcer, d'ailleurs Camille et sa mère s'y opposent fermement et échafaudent même un plan pour éloigner Thérèse sous surveillance familiale, les amants se retrouvent donc complètement acculés. Le drame éclate dans un train de nuit vers Paris. Laurent, qui s'est glissé dans le convoi, confronte violemment Camille. Dispute dégénère et Laurent pousse son rival hors du wagon en marche. Ce qui devait être une tentative désespérée de négocier se transforme en meurtre. Un colis recommandé pour la maison Raquin. Il a eu un accident? Oui. Un petit verre de trop. Mais Camille ne boit jamais. Justement, on a eu des mots. Mais je n'ai pas de rancune. Alors, je n'ai pas voulu qu'on en reste là. On s'est réconciliés. Je t'offre un verre, je t'en offre un autre. Et de fil en aiguille, je vous la ramène. Mais dans un film noir digne de ce nom, on ne s'en sort jamais indemne. Les autorités concluent pourtant un accident tragique. La belle-mère de Thérèse, frappée par une hémorragie cérébrale suite au choc, se retrouve paralysée dans un fauteuil roulant, incapable de parler. Son regard, lui, parle pour elle. Ses yeux, qui ne lâchent jamais Thérèse, chargés d'accusations silencieuses, deviennent plus insupportables que n'importe quel procès. Et comme si ce cauchemar ne suffisait pas, un maître chanteur surgit. Riton, un soldat qui se trouvait dans le train cette nuit-là et qui prétend avoir tout vu. Il exige de l'argent pour garder le silence et les amants, désormais prisonniers de leurs crimes, acceptent de payer. Mais le sort s'acharne. Riton périt dans un accident de la route, non sans avoir préparé sa vengeance posthume, une lettre de dénonciation confiée à sa logeuse avec instruction de la poster s'il ne rentre pas, une lettre qui scelle définitivement le destin des coupables. Il n'y a que les laisser dormir. Où je les dépose. Sa chambre est là-haut. Mais je vais vous aider. C'est pas la peine.
pèse rien. Vous êtes sa sœur? Excusez-moi. Il y a dans ce film une séquence absolument bouleversante, une de ces scènes qui reste gravée dans la mémoire cinéphile. C'est la scène où Thérèse, prévenue que le corps de son mari a été retrouvé le long d'une voie ferrée, doit se rendre sur place pour l'identification. Et là, Simone Signoret nous offre un moment de grâce tragique. On la voit patauger dans la boue, escalader péniblement un talus boueux où chaque pas est une lutte. C'est une métaphore parfaite. Ce bourbier, c'est celui de sa conscience. Cette glaise qui colle à ses souliers, qui ralentit chacun de ses mouvements, c'est la culpabilité qui commence à l'engluer et dont elle ne pourra jamais s'extraire. Carnet filme cette séquence avec une cruauté froide, presque documentaire, qui en décuple la puissance émotionnelle. Madame Raquin, vous n'avez pas fait rouler vos dés. Monsieur Grégory. Simone Signoret est évidemment magnifique, habitée par ce rôle de femme prise au piège. Rav Vallon, avec sa carrure et son visage tourmenté, qui me rappelle toujours Burt Lancaster, incarne parfaitement ce Laurent brutal, viril, mais rongé par la culpabilité. Mais il faut absolument parler de Sylvie, qui livre ici une prestation extraordinaire de Madame Raquin. Elle incarne cette mère possessive et glaciale avec une justesse terrifiante. Avant l'attaque cérébrale, elle impose sa loi par son austérité et son emprise psychologique sur son fils. Mais c'est après, paralysée et muette, qu'elle devient véritablement terrifiante. Sylvie joue uniquement avec son regard. Et ce regard-là vaut tous les dialogues du monde. Ses yeux qui accusent en silence, qui savent, qui condamnent, c'est du grand art. Elle devient une conscience vengeresse, immobile mais omniprésente, pesant de tout son poids muet sur la culpabilité de Thérèse et Laurent. Il y a aussi un dialogue absolument génial qui résume parfaitement le personnage de Sylvie. Quand Thérèse tarde à préparer une bouillotte pour Camille, Madame Raquin lui explique froidement en lui disant « La différence entre une mère et une épouse, c'est qu'avec la mère, l'eau serait déjà bouillante. » Ce mépris, cette cruauté ordinaire, cette façon de rabaisser constamment sa belle-fille, c'est tout le calvaire de Thérèse, concentré en une phrase. Sylvie prononce ces mots avec une froideur qui vous donne la chair de poule. Il faut aussi parler de l'excellent Jacques Duby, qui interprète Camille. Alors, une anecdote croustillante. Duby avait 32 ans au moment du tournage, mais grâce à un maquillage très élaboré, il en paraissait 50. Alors, c'était tellement bien fait que selon Carnet lui-même, après la sortie du film, les réalisateurs qui voulaient l'engager demandaient systématiquement à voir son père. Le pauvre Duby avait un mal fou à convaincre qu'il s'agissait bien de lui sous le maquillage. C'est presque comique dans un film aussi sombre.
Le film a été tourné à Lyon entre mars et avril 1953 et la ville n'est pas qu'un simple décor. Carnet utilise magnifiquement la géographie lyonnaise, la montée de la Grande Côte, les quais de Saône, la place des terreaux, la rue Saint-Jean où se trouve la draperie. Ces lieux deviennent les témoins silencieux d'une tragédie qui se joue sous nos yeux. Le générique se déroule d'ailleurs sur un panorama de Lyon vu depuis la place Rouville et le mot fin apparaît sur ce même panorama. La boucle est bouclée, le piège est total. Que nous puissions dormir ensemble, manger ensemble, sortir ensemble. Tu veux tout? Comme ceux qui ont toujours été heureux. Moi aussi, un jour, je voudrais tout ça. Je le voudrais sûrement. Mais avant toi, la vie ne m'avait rien donné. Ce qui est fascinant avec Thérèse Raquin, c'est qu'on retrouve cette thématique du couple adultère qui commet un meurtre et qui est ensuite dévoré par la culpabilité, exactement le même schéma que dans Le facteur sonne toujours deux fois de James M. Cain. D'ailleurs, Visconti avait déjà adapté ce roman américain en 1943 avec son Ossessione et T. Garnett en avait fait la version hollywoodienne avec John Garfield et Lana Turner en 1946. Mais là où ces films américains et italiens jouent sur la sensualité et la tension érotique, Carnet creuse quelque chose de plus profondément psychologique, de plus introspectif. C'est typiquement français dans son approche. Culpabilité n'est pas juste une peur d'être pris, c'est un poison qui ronge l'âme de l'intérieur. La photographie de Roger Hubert en noir et blanc magnifique crée une atmosphère étouffante. Chaque plan semble peser sur les personnages, les écraser, et la musique de Maurice Thiriet, dirigée par Pierre-Michel Lecomte, ajoute encore à cette sensation d'oppression et de fatalité inéluctable. Avant de nous dire au revoir, je tiens à vous remontrer le roman d'Émile Zola, Thérèse Raquin, dans cette édition Le Livre de Poche, une deuxième édition éditée en 1965. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture, écrite par Zola lui-même. Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier les tempéraments et non les caractères. J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, rien de plus. J'ai cherché à suivre pas à pas dans ces brutes le travail sourd des passions, les détraquements cérébraux survenus à la suite d'une crise nerveuse. Les amours de mes deux héros sont le contentement d'un besoin. Le meurtre qu'ils commettent est une conséquence de leur adultère, conséquence qu'ils acceptent comme les loups acceptent l'assassinat des moutons. Enfin, ce que j'ai été obligé d'appeler leur remords consiste en un simple désordre organique, en une rébellion du système nerveux tendu à se rompre. Émile Zola. Et donc, il existe quand même une grande différence entre le Laurent et la Thérèse du roman de Zola et ceux du film de Marcel Carné. Ensuite, je vous montre aussi cette édition Digipack de Thérèse Raquin, éditée chez Studio Canal, qui vient ainsi, avec un petit livret, ici Simone Signoret, et un livret Laurent et Thérèse, photo, un texte assez intéressant. Raph Wallonne avec son visage à la Burt Lancaster, une belle affiche du film, l'extraordinaire Simone Signoret, et le Blu-ray. Une belle édition du film de Marcel Carné, Thérèse Raquin.
Thérèse Raquin est un film qui ne vous lâche pas. C'est du cinéma français dans ce qu'il a de plus exigeant, de plus sombre, de plus désespéré. Marcel Carné, qu'on connaît surtout pour Les Enfants du Paradis ou Hôtel du Nord, prouve ici qu'il maîtrise aussi parfaitement les codes du film noir et du drame psychologique. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous encourage vivement à le découvrir, et si vous l'avez déjà vu, revoyez-le pour la performance de Simone Signoret, pour le jeu magistral de Sylvie, pour cette ambiance poisseuse dont on ne sort pas indemne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, et si vous avez d'autres suggestions de films noirs français à me recommander. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines analyses. Merci infiniment de m'avoir écouté. À très bientôt pour une nouvelle exploration cinéphile. Bonne fête à toutes et à tous. Salut.